Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture de Les Corniflards de Jules Renard. Alors Jules Renard, c'était le troisième enfant du couple François et Anne-Rosa Renard. Et sa naissance non souhaitée fera de lui le souffre-douleur de la famille, le pauvre. Il grandit à Chitry-les-Mines dans la Nièvre, donc dans ce village où lui infligera alors une dure condamnation sociale instigée par sa mère qui s'obstine donc à l'humilier et à le dépeindre comme le plus horrible des enfants. Il fait ses études au lycée de Nevers, qui porte d'ailleurs aujourd'hui son nom, et à 17 ans, il partira vivre à Paris où il obtient son diplôme de bachelier en lettres. Il commence à fréquenter le monde littéraire, qui malheureusement lui est hostile au début, mais qu'il parviendra à conquérir au fil du temps. Pendant ma lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je reprends avec vous au chapitre 17. C'est la mer. Nous avons changé de train. Le panier de provisions est vide. J'ai dévoré autant que Madame Vernet et tous les voyageurs avaient des œufs durs. Loin de se moquer, ils ont regardé Madame Vernet d'un air de gratitude. Quand elle a donné le signal, il est possible que j'ai une âme à glace, réfléchissant le monde avec exactitude, mais je donnerais volontiers un coup de pied dans cette âme miroir pour en faire sauter les 1000 facettes à tous les vents. Le petit train d'utilité locale nous emmène, sorte de jouet mécanique, assez solide pour porter une douzaine de voyageurs et quelques paniers de poissons. Il s'arrête quand il veut, quand les voyageurs ils lui font signe. L'administration a jugé inutile de tendre des fils de fer à chaque côté de la voie, au passage à niveau, point de barrière. Le train donne aux rares voitures le temps nécessaire, regarde prudemment à droite et à gauche, siffle longuement, s'assure s'il n'y a plus personne et repart. Il n'est pas méchant, dit l'employé qui va de portière en portière, non pour contrôler les billets, mais pour faire la causette avec les voyageurs auxquels il offre de se charger des bagages à la descente. Il n'a jamais écrasé une mouche. À chaque gare, il s'amuse, lâche un wagon, en accroche un autre, en tamponne un troisième. Fin de manœuvrer, et vite essoufflé, se désaltère à la prise d'eau. Il parcourt une dizaine de lieues dans son après-midi, sans se gêner. Le médecin de Taléou, dont la clientèle est dispersée sur la ligne, fait ses visites aux stations, entre l'arrivée et le départ. Il saute de wagon, arrache une dent, tâte un pouls et accourt en agitant son chapeau. Le chef de gare siffle, le chef de train siffle aussi. La locomotive siffle à son tour et le petit train familier s'ébranle. Madame Vernet s'attendrit. Nous sommes d'ailleurs en pleine Normandie. Un souffle arrive de la mer. Je trouve l'air salé. D'après Madame Vernet, dont le nez aux ailes minces se voltige, il est chargé d'odeurs de varech. Sous les pommiers, les courtes vaches regardent passer ce long animal noir qui s'en va et revient tous les jours aux mêmes heures et qu'on ne laisse jamais au vert. Une bue met au milieu d'un pré le rayonnement de son abdomen d'or. Je sens tout près de moi mon ennemi habituel qui me guette, la tristesse sans cesse. Madame Vernet, la tête presque hors de la portière, sourit à une garde-barrière coiffée d'un chapeau de cuir qui tend avec gravité du bras droit son petit fanion roulé et du gauche un enfant. Henri. Qu'est-ce que vous avez, chère madame? Si vous avez quelque chose, dites-le moi. Madame Vernet, les yeux humides, pique son index à l'horizon et ne dit que ces deux mots. La mer. Je regarde ému du trouble de mon ami, indigné de ne rien voir. Devant nous se dresse le fort de la terreur, aujourd'hui inutile, mais d'aspect rude, encore vénérable au bout de sa digue, comme un grand principe dont on ne sert plus. Entre lui et nous s'étale une sorte de bas-fond noirâtre comme un étang vide. Au-delà, par-dessus, la digue blanche tout au bord du ciel pur, le regard en visant bien, peut s'accrocher à quelque chose qu'on prend indifféremment pour une série de rochers, une troupe de moutons, une file de nuages.
c'est ça. Madame Vernet, elle est basse en ce moment. Elle dit cette phrase comme une excuse contrariée parce que la mère vient de se retirer. Son éloignement la peine ainsi qu'une injure personnelle. Elle ajoute « Mais elle va revenir. » Je l'espère. En attendant, je devance ma bonne impression et m'écris « C'est égal, elle est bien belle tout de même. » Madame Vernet me remercie par un sourire. Plus qu'une communication d'enthousiasme, cet incident nous rapproche. Nous pouvons attendre avec tranquillité le retour de la mère. Le petit train ne bougeait plus. Sa machine l'avait laissé là. S'en était allé. Ici frottait son derrière aux antennes d'un wagon de marchandises. Et plus loin, s'exerçait à sauter d'une rainure d'un rail dans la rainure d'un autre, sifflotant étourdi. La mère revint lente et calme. Madame Vernet donnait des explications. Il faudrait la voir furieuse. Henri. Quelle impatience, donnons-lui le temps. Qu'elle monte, se couche voluptueuse sur les galets comme une femme qui se plaît à palper les os de son amant. Qu'elle caresse le pied du fort, se coule derrière la digue et étendue sur ce vilain fond noir, sa langue d'animal monstrueux, aplatie et miroitante. Je jouis de ma métaphore rococo. Madame Vernet tend l'oreille, ondule son cou, un peu gras, et remue les lèvres comme si elle suçait ses paroles. Déjà, je redoute la mer, la merveille de ce monde qui a causé les plus de délire. De nouveau, le petit train nous vanne sur les banquettes, entre des rails trop larges, qui n'ont pas été faits à sa mesure. Il sent aller où, salue du sifflet les gens qu'il dépasse et communique sa gaieté aux voyageurs. Madame Vernet se prépare, son âme retombe au milieu des ombrelles, des cannes, des manteaux de voyage, des paquets dont les ficelles toujours utiles seront conservées avec soin. Elle se regarde dans une glace de poche. « Je suis affreuse, dit-elle. » Les larmes, ces douces larmes qu'elle versait à la vue de la mer, se sont traînées comme les limaces sur ses joues poussiéreuses et les ont zébrées de barres. Heureusement, elle a son citron. Elle le partage, m'en donne une moitié et se débarbouille avec l'autre. Elle a beau faire, on voit au coin de ses yeux, de ses lèvres, ces apparences innommables qu'on trouve sur les tables du restaurant mal essuyé. C'est une leçon pour moi. Je ne me sers pas de mon citron et préfère rester franchement sale. Il me semble que ça doit au moins se voir. Je suis laide, n'est-ce pas? Oh, madame, dit Henri. Je lui baise le bout de ses gants décolorés et garde aux lèvres un goût de pâte graveleuse. 18. Jamais au niveau de la mer. À Taléou, ma mansarde sent le bois neuf et la peinture fraîche. Une fenêtre étroite donne sur le petit port. Une lucarne découpe une carte de visite de ciel. Un œil de bœuf s'ouvre sur la mer. Je pousse ma table contre le mur, sous l'œil de bœuf, et solidement assis, je regarde la mer avec fixité. J'ai l'air de dire « à nous deux », mais elle tient plus longtemps que moi. Mes yeux se brouillent comme sous un jet de verre d'eau, et les comparaisons neuves ne me viennent pas. Je fais appel à des mots si magnifiques que deux de leur taille rempliraient un hexamètre. C'est en vain. La mer m'hypnotiserait plutôt, m'abrutirait doucement. Elle moutonne à peine. Ses petits flots grimacent. En ce moment, elle me donnerait pas 15 lignes de copie. Aussi, je m'y prends mal. Regarde-t-on la mer par un œil de bœuf? La maison appuie son flanc gauche à une énorme butte qui la protège, elle et son jardin, contre les vents et les vagues. Je monte sur la butte. Elle est toute plantée de pommes de terre dont les feuilles, j'en suis sûre, me feront songer, quand la nuit viendra, à quelques peuples de lapins qui broutent et remuent les oreilles. Voilà pour la butte. Mais la mer m'embarrasse. Ma langue ne produit qu'un clappement sec. La mer lèche les rochers, brave, crache dessus. C'est entendu.
Ils apparaissent comme des dieux marins, des titans foudroyés, des animaux préhistoriques, des moutons parfaits. Se cramponnent, écument et grondent, tout va bien. Mais j'ai vu ça partout. Et je me demande une sensation qui me soit personnelle. La Grande Bleue me désespère, car je ne peux lui offrir une image de mon cru. Mieux vaudrait libre une page de Pierre Loti. En somme, je la trouve bien. Elle m'est sympathique, et j'aime autant la voir qu'autre chose. Mais je la souhaiterais, comment dire cela, un peu plus pareille à une belle montagne. Je lui reproche de manquer de pics neigeux, comme j'en ai vu sur des gravures. Oui, une montagne m'irait mieux. Édentée et garnie de petits villages, blancs comme des dés de tric-trac. Sans doute, je reviendrai sur ces impressions, mais la trivialité de ce que la mer me fait éprouver m'exaspère contre elle. Nous ne nous comprenons pas. Un bateau va pêcher des brèmes, toute voile dehors. C'est un oiseau, oui, qui, les jambes trop courtes, marcherait avec ses ailes. Cet autre bateau rentre au port et rappelle une vieille femme qui a relevé sur sa tête son jupon où souffle le vent. Un torpilleur manœuvre au loin, gros cigare. Le Nautilus de Jules Verne m'a causé plus d'étonnement. Je repousse ces communes associations d'idées, elles rebondissent sur moi comme des boules de bilboquet. La camelote des comparaisons surcharge ma mémoire. Le varech est une chevelure de noyer, et le homard est le cardinal des mers. Heureux ceux qui peuvent dire simplement d'une belle chose. Voilà une chose qui est belle. J'y renonce, je m'assis sur un banc qui sera plus tard le banc des larmes. Et la tête dans mes mains, je fais noir en mon cerveau et j'assiste, résigné, comme aux ébats de gamins qui ne savent pas se tenir, à la danse publique des hyperboles. Je me désole de ne pas pouvoir rester un instant au niveau de la mer. 19. Civilité. Madame Vernet. Monsieur Henri, avez-vous du savon? Henri. J'en ai, madame, merci. Dites-moi s'il vous manque quelque chose. Il ne me manque rien, vous êtes trop bonne. Elle ne m'a pas encore prié de voir en elle une seconde mère. Cela ne saurait tarder. À chaque instant, elle frappe à ma porte. Elle n'entre pas et quand elle me montre un objet de toilette, je ne vois que sa main, un peu de son bras. Sa main est trop courte, trop sanguine. Au moindre effort, les veines ressortent. Et Madame Vernet semble alors avoir des bouts de laine bleue sous la peau. Mais son bras est rond et blanc. Si une tension le découvre, la manche, quoique large au poignet, remonte à peine, s'arrête avant d'arriver au coude et l'étrangle. Avez-vous une brosse? Encore, j'ai peur de la voir entrer, et je n'ose pas faire ma toilette. Poète, je porte des bretelles qui tirent comme une oreille mon pantalon et l'élèvent jusqu'à mes aisselles. Mon ventre au chaud paraît emmailloté. Debout, inoccupé, je cause à travers la porte avec Madame Vernet. Aucune femme jusqu'ici ne m'a gâtée par ses attentions et tant de sollicitude m'amollit. Êtes-vous bien? Soyez franc. Plus j'affirme être comme un coq en pâte, plus elle s'excuse et s'ingénie. Mes protestations que tout est pour le mieux l'encouragent à trouver que tout est pire. Ah, ces marins, ce sont de braves gens, mais ne leur demandez pas autre chose. Et peu à peu, nous poussant l'un l'autre, nous en arrivons à traiter cette chambre, moi de palais, elle de taudis. C'est à peu près propre, voilà tout. Nous perdons un temps précieux, je dis. Merci, merci, merci. Un grand membre de foi sans m'arrêter pour en finir, car la manie de déprécier ce qu'on offre agace plus que celle de la vanter. Nous sortons. Madame Vernet connaît le pays, m'en fait les honneurs. D'abord, elle me présente au pêcheur Cruz, nos propriétaires. Monsieur et Madame Cruz. Monsieur Henri est un jeune ami de mon mari. Les Cruz qui entendent prononcer leur nom et le mien se demandent ce qu'on va leur faire. Je les salue de la tête, ils me répondent du genou. Je dis, on m'a parlé de vous en des termes si excellents que je crois serrer la main de vieux amis.
Est-ce que je les prends pour des confrères? Ils disent enfin. Nous sommes bien aises. On ne le croirait pas, on a dû leur couper les paupières pour qu'elles saignent ainsi. Le mari a un collier, une fourrure, un boa de barbe, et quand il se met à rire, c'est pour si longtemps qu'on pourrait chaque fois compter toutes ses dents, une à une, et faire la preuve. Madame Croze, au contraire, a la bouche mince, froncée. Elle prise et son nez recourbé à pointe mobile semble toujours en train de piquer sur sa lèvre les brins de tabac qui retombent. Madame Vernet leur parle avec volubité, demande des nouvelles du poisson et m'explique ce que je ne comprends pas. Les pêcheurs rouges considèrent avec stupéfaction mon visage pâle. J'ai les pommettes saillantes. On m'affirme que dans 2 mois d'ici, je ne pourrai plus mettre mes faux cols et que l'air de la mer aura bouché tous les trous. « À tout à l'heure », dit Madame Vernet. Ils attendent qu'elle répète nos noms. Nous nous apitoyons sur leur sort. Leurs hâles et leurs yeux sanglants m'ont impressionné. Et je crée en moi-même un type de marin supérieur, amant de la mer, épris du péril et du rêve, sentimental et sauvage, que je confonds avec le père Crouz. Je l'admire avec effroi. Je voudrais soulever son crâne pour voir à nu ce qu'ont marqué là et les éléments en lutte, les spectacles grandioses. En même temps, je fais peu de cas de ma propre personne. Que suis-je comparé à ces héros de tous les jours? Madame Vernet n'est pas moins troublée et déraisonne avec plus de bruit. Madame Vernet, avouez qu'au point de vue artiste, un marin nous intéresse plus qu'un paysan. Henri, celui-ci courbe le front vers la terre, celui-là regarde au loin ou lève les yeux au ciel. Madame Vernet, le marin pêche surtout la nuit. Il s'arrête à 10 lieues de la terre. Et là, seul entre 2 immensités sur une planche large comme la main, que la rapidité du courant fait gémir comme un violon, à la merci des trombes, des brumes, des grandes vapeurs qui peuvent le couper en deux sans qu'il ait le temps de crier gare, il attend le poisson mobile. Henri. Le paysan travaille le jour. La première odeur qu'il respire en quittant sa chaumière est celle du fumier étalé devant la porte. Puis il laboure, somnole entre les 2 bras de la charrue, le nez au derrière d'un cheval ou d'un bœuf écaillé de crottes. Que voulez-vous qu'il ressente? Madame Vernet. Le pied sur le plancher, des vaches, le marin jette son or avec indifférence. Henri. Le paysan est avare et malpropre. Il n'a qu'une chaussette, celle où dorment ses gros sous. Ainsi, chantant notre hymne, nous mettons en strophe égale la grande du marin et la bassesse du terrien. Tout près de soutenir que ces hommes qui agitent ont pêché et vendent leurs poissons pour l'amour de l'art. Nous nous sourions, ivres d'espace, sur les hauteurs. Chapitre 20. À fond de cale. Dans le petit port, la mer se gonflait au soupir du flux, et après des hésitations timides où s'essayaient ses forces, soulevaient une à une les barques échouées. Elles semblaient se réveiller et, comme de gros insectes noirs surpris par l'eau, faire effort pour reprendre pied. Des femmes assises sur leur panier attendaient les pêcheurs de congrès. On apercevait déjà le premier du phare de Roquemer, ses 4 voiles dehors, poussés par le flot, par la brise. Il cherchait le vent avec le moins d'écart possible. Il croissait et décroissait dans le nez sans cesse en colère. Il dépassait les bouées, les balises, s'accumulait au flot et prenait son élan. Entré au port, et tandis que ses voiles s'abattaient avec douceur, il venait adroitement toucher la cale de son nez, sa vitesse morte. Il a le ventre lourd, disaient les femmes. Vous l'avez rempli. Mais les marins ne répondaient pas. Cuivreux avec des barbes comme des herbages, pareils sous leur capot enduit d'huile cuite, aux Esquimaux qu'on voit sur les images comme habillés de zinc jaune, trempés et laissant, les bras écartés, s'égoutter, leurs doigts, ils attendaient que toutes les marchandes fussent là. Parfois, ils se passaient leurs manches de toile cirées sur les yeux. Un petit mou s'était couché dans leurs jambes, endormi de harassement. Le ventre commença
Passés de main en main, les congrès, grands comme des hommes, étaient jetés sur une large table où ils rebondissaient et glissaient raminés une seconde, la gueule fermée, parfois sur un hameçon qu'on n'avait pas pu arracher. Tous portaient au flanc la trace du coup de gaffe qui les avait halés au bord. Les plus petits étaient vendus 2 par 2, en frères. Au gros, on faisait les honneurs d'une enchère privée. « Estilla, disait le patron, qu'équivaut ?» On ne se décidait pas. Chaque marchande laissait venir sa voisine et craignait d'offrir trop. Ivorien donquait. Mais sans doute c'était une feinte, car soudain l'enchère montait, sou par sou, jusqu'à 100, et au-delà montait encore 500 sous par 500 sous. Le patron s'échauffait, frappait la table de ses poings, salivait avec abondance et les jarrets fléchis faisaient de brusques inclinaisons de tête. Les marchandes ne parlaient pas et ne surenchérissaient pas qu'au moyen de rapides clins d'œil. Quand elle voulait s'arrêter, elle baissait les paupières, prenait une mine désintéressée avec l'air d'être ailleurs. Au vol, le patron attrapait les signes. 5 francs 10 sous que l'on dit. 5 francs 15 sous. 6 francs. Vous êtes 2. 6 francs 5 sous. C'est-il tout ? 6 francs 5 sous à la Marie. D'autres bateaux arrivaient, se rangeaient à la cale et espéraient leur tour. Les marins se posaient des questions sournoises, regardaient les ventres des bateaux, ou sans geste inutile, se racontaient leurs aventures de nuit. Bien qu'elles fussent toutes les mêmes, ils s'y intéressaient réciproquement. Tout à coup, une voix de patron s'est levée, brutale et jurante. « Nom de Dieu, j'aimerais mieux le jeter à la mer que de vous laisser pour ce prix-là. » Et prenant le congrès par la queue, il le brandissait comme une arme. Mais les femmes qui savaient les autres bateaux chargés souriaient goguenardes. « C'est-il pas un vol, disait le patron, c'est dans le Congre », tandis que Madame Vernet, au bout de son cantique, le résumait en cette stance. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que tout marin doit être un peu poète. La vente maintenant s'éternisait. Madame Cruz fut assez hardie pour acheter d'un seul coup la pêche d'un bateau tout entier. Tandis que, courbée, elle palpait les congrès, pesait du doigt sur leur ventre blanc et élastique le petit mousse couché dans les cordes, regardait de gros bas, de laine tricotée de ses mollets, comparables à des pieux. La mer avait fini de monter. De larges ondes tremblaient sur elle et s'en allaient mourir là-bas, au fond du port, tout près des laveuses de linge, du haut du quai. Des gamins halaient leurs lignes et faisaient sauter hors de l'eau les plis plates et ovales, dont le ventre brillait comme une glace à main. Leur vente faite, les bateaux de Congre venaient s'accrocher à leurs anneaux en bêtes dociles, et les lourdes ancres tombaient, éclaboussantes. Les marins se passaient encore les souvenirs qui leur revenaient de la nuit, et chacun, juge en sa cause, se mesurait le blâme ou l'approbation pour telle manœuvre. Ils s'écoutaient avec patience, et n'étant préoccupés que de leur propre pêche, ils n'avaient point à se contredire. Les femmes recrouvaient de gluis les paniers où s'enroulaient les congrès expédiés. C'était le coup de feu. Il s'agissait d'arriver avant le départ du train. Silencieuses, elles coupaient la paille, ficelaient les paniers, accrochaient les étiquettes. Des mouettes aux cris rauques planaient, au d'abord se rapprochaient et rétrécissaient leur cercle autour de la tache rouge d'une tripe de poissons flottantes. D'un coup de bec, elles s'enlevaient et s'évanouissaient comme des éclairs blancs. Il ne restait plus personne sur la mer. Elle berçait tous les bateaux du petit port, les endormait. Puis comme une nourrice qui s'éloigne, elle redescendit. Elle s'en alla doucement sur la pointe du flot. Leur crise de déhanchement calmée, les bateaux s'immobilisèrent, accroupis sur leur ventre et leurs pieds courts. Comme le reflux emportait la mer, la surexcitation de Madame Vernet et la mienne diminuait. Madame Henri, regardez la mer, c'est une belle femme qui, très soignée dans sa mise extérieure, tiendrait mal ses dessous. Expliquez-vous, dit Madame Vernet. Je dis qu'elle a de la crasse sous sa chemise. Voyez son lit, un mendiant n'y coucherait pas. Est-ce sale? Les eaux de sèche y traînent comme des peignes. Les vers comme une gale boursouflent la vase.
Que pensez-vous de ces crabes attardés, de cette vermine grouillante? Assez, assez, je vous en prie. Non, la mère s'est moquée de nous tout à l'heure. J'ai le droit de l'insulter. Et j'ajouterai qu'elle sent mauvais. Ce petit porc m'écœure comme un épuné. Ne dirait-on pas en fond de mare, dans une ferme mal tenue, que des canards ont dallé de leur fiente? Voyons, mon ami. Non, non, laissez-moi dire, je n'aime pas qu'on me fasse accroire. Divagant ainsi, je ramenai Madame Vernet à la maison. Une dépêche de M. Vernet nous annonçait son retour. Dans 2 jours, il serait là. Et je n'avais encore tiré aucun parti de la solitude. Je désirais Madame Vernet. Je craignais de ne pas réussir. Je redoutais son mari. Et tout en estimant qu'elle serait plus crâne de l'entendre, je me blâmais à cause du temps perdu. C'est ainsi que s'achève le chapitre 20 de Les Cornifleurs. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente nuit si vous vous couchez. Et comme d'habitude, une bonne journée si vous vous levez. A tout de suite sur D8 pour la suite du roman.